Nous a rejoint Raphaël Maillochon du service police-justice de TF1. Pourquoi? Parce qu'on va commencer cette émission par cette mise en scène à la fois macabre et grossière, mais dont l'intention semble assez limpide. De quoi parle-t-on? On parle de ces cercueils qui ont été découverts hier matin au pied de la Tour Eiffel. Voilà, samedi soir, ou samedi matin exactement. Merci Raphaël. Pendant ce week-end, donc voilà, les 5 cercueils qui ont été déposés dans ce haut lieu touristique de la capitale, recouvert, comme vous le voyez d'un drapeau français. Il contenait du plâtre, on va tout de suite le dire pour ceux qui auraient échappé à cette information. Mais évidemment, c'est symbolique d'une tentative de propagande, on va en parler. Raphaël Maillochon, que sait-on exactement de cette affaire ? Samedi matin, peu avant 9h du matin, l'alerte est donnée par des riverains, des employés également de la Tour Eiffel, parce qu'il y a une camionnette qui s'arrête avec 2 personnes qui en descendent. Le chauffeur reste à bord et il décharge donc ces cercueils. On est là du côté du quai Jacques Chirac, à proximité immédiate de la Tour Eiffel. Les 5 cercueils sont recouverts du drapeau français. On le voit, l'inscription soldats français de l'Ukraine. Rapidement, le conducteur de la camionnette sera interpellé quelques centaines de mètres plus loin, du côté du pont de l'Alma. Il indique aux policiers avoir été rémunéré 40 € pour déposer ses 2 complices sur le site. Lui serait arrivé de Bulgarie la veille. Rapidement, la police technique et scientifique se déplace sur place avec un robot notamment pour investiguer, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ces cercueils, des sacs de plâtre, vous l'avez dit Elisabeth. Et puis dans l'après-midi, la brigade anticriminalité du 12e arrondissement de Paris va surveiller la gare routière de Bercy. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Pourquoi cette gare routière précisément? Et procéder à 2 interpellations. On est samedi aux alentours de 16h. 2 hommes qui allaient monter dans un bus direction Berlin. Ils vont passer le week-end en garde à vue, déférés aujourd'hui en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. C'est une affaire... on sait déjà, par exemple, que le conducteur de la camionnette avait été payé donc une 40aine d'euros. C'est ça. Qu'est-ce qu'il savait de cette affaire, lui? Pour l'instant, il est en train de répondre aux questions des enquêteurs de la Sûreté territoriale de Paris. On n'a pas encore accès à ce qu'il peut déclarer aux enquêteurs, mais en tout cas, il s'est rapidement confié en disant je suis arrivé de la veille en Bulgarie, voilà, j'ai reçu ces 2 billets de 20 € pour pouvoir simplement faire le conducteur, déposer mes complices là. Et le parquet de Paris a ouvert une enquête du chef de violence avec préméditation. Voilà pour les chefs d'inculpation. Est-ce que vous diriez, vous qui avez l'habitude, que ce sont quand même des pieds nickelés, qui ont laissé des traces, qui ont fait ça de façon assez rapide, sans essayer de maquiller tellement leur forfait? En tout cas, ce que je peux dire, pour vérifier cela depuis de nombreux mois maintenant, c'est que ça ressemble beaucoup au mode opératoire. Je vous parlais de la gare routière de Paris-Bercy il y a quelques minutes, au mode opératoire des différents faits qui ont d'ailleurs été dénoncés publiquement par le ministère des Affaires étrangères. Le Quai d'Orsay parlait d'ingérence, parlait de campagne d'influence russe, des faits notamment les plus récents. Dans la nuit du 13 au 14 mai, il y a eu ce trio qui va taguer 35 mains rouges sur le mur des Justes au mémorial de la Shoah. Ce trio, ce sont des ressortissants bulgares, vous découvrez les images. Arrivés là encore quelques jours seulement après les faits, ils vont réserver depuis la Bulgarie une chambre d'hôtel dans le nord de Paris et puis s'en aller, voilà pourquoi la gare routière de Paris-Bercy dans l'est de la capitale, pour prendre un bus, cette fois-ci pour aller direction de la Belgique. Ces 3 personnes n'ont pas à l'heure actuelle été interpellées. Et puis il a encore un fait similaire au mois d'octobre, juste après les attentats du 7 octobre, des dizaines d'étoiles de David bleu taguées au pochoir. La scène s'est déroulée à Paris et en proche banlieue. Vous voyez ces images. Là aux manettes, c'était un couple moldave qui a été interpellé avec un commanditaire présumé, un homme d'affaires moldave pro-russe. Vous diriez que ce sont des affaires très analogues? Parce que là, dans l'affaire des cercueils, on va être prudent encore, on n'a pas de preuves. Mais vous diriez que l'analogie s'impose? Oui. Évidemment. Renaud Girard, comment vous percevez cette opération, je le disais grossière, parce que ils ont laissé des traces, on les a retrouvées tout de suite, ils sont déjà déférés. Oui. Tant mieux pour la justice. Je crois que vous avez raison de vouloir être prudente. Ça ressemble beaucoup à un canular, toute la police qui arrive avec tous ses moyens et puis pour trouver du plâtre dans des cercueils. Bon, ces hommes sont inculpés de violence, mais dans l'habitude, la violence, ça s'adresse à des humains. Donc, c'est pas dépôt d'objets encombrants sur la voie publique ou voilà. Mais c'est des pieds nickelés. Ils se font arrêter 200 mètres. Ils vont ensuite prendre un bus.
c'est un des lieux qui est le plus filmé de France, la Tour Eiffel. Il y a des caméras partout. Alors, est-ce que 40 €, c'est une somme qui correspond à rien. Si je prends un taxi entre Sofia et Paris, ça va pas me coûter 440 €, même si je négocie bien, si vous voulez. Non, mais si vous prenez un taxi entre la gare de Lyon et la Tour Eiffel, ben c'est le double. Donc, voilà, c'est le double. Donc soyons prudents. Si c'est de la désinformation ou de la propagande venant de Russie, si vous voulez, c'est vraiment tellement artisanal, c'est tellement des amateurs que c'est confondant. Enfin, on pourrait dire que tout est inquiet bon pour les services de sécurité russes, quoi. Alors, d'accord, ça, vous avez raison de souligner que ça ne révèle pas une professionnalisation extravagante, mais néanmoins, ça titille quelque chose. Éventuellement. Oui, bon, la symbolique du cercueil qu'on vous envoie, on la connaît. C'est ce que font en général les mafieux quand ils veulent désigner une cible et l'intimider. Alors, j'imagine que le message à retenir, s'il y en a un, c'est vous avez des soldats en Ukraine et ils finiront dans les cercueils, ou vous voulez plutôt, pardon, vous voulez envoyer des soldats en Ukraine et voilà comment ils finiront. Après, moi, je ferais peut-être une différence quand même avec les mains rouges et les étoiles de David au pochoir, parce que là, il n'y a pas vraiment... C'est pas le même ressort. Les mains rouges, les étoiles de David, c'est pousser deux communautés l'une contre l'autre, c'est faire peur à une communauté donnée qui est la communauté juive, c'est attiser, je dirais, un feu qui brûle quand même, il faut le reconnaître, dans une partie de la société française, notamment à Paris. Là, c'est tout à fait autre chose. Là, on est dans le registre, la France, n'envoyez pas de troupes, vous êtes avertis, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et par ailleurs, de toute manière, pardon de le dire, mais tous les conflits, à partir du moment où le président décide d'envoyer des soldats, la population, jusqu'à maintenant, s'est toujours préparée à ce qu'il y ait des morts. Et donc, je ne pense pas que sur ce ressort-là, la société française aujourd'hui puisse être... si la décision est prise, ça a toujours été le cas, les Français font souvent bloc derrière le président quand il envoie des troupes. On verra, mais il y a ce souci quand même de dramatiser, effectivement, aux yeux de l'opinion, un projet qui sera d'ailleurs précisé peut-être jeudi soir par Emmanuel Macron dans le cadre d'une interview sur TF1 avec Gilles Boulot. Oui, à chaque fois, on est sur des signaux faibles, c'est-à-dire que les mains rouges, c'était en réaction aux manifestations pro-palestiniennes devant Sciences Po. Il y a eu ces tags de mains rouges. Les étoiles de David, c'était juste après les attentats du 7 octobre. Là, on est quelques jours seulement avant l'interview présidentielle sur l'actualité internationale. Et le week-end qui précède cette grande interview, sur nos antennes, eh bien, il y a ces cercueils déposés pour lancer un avertissement. Et les services des renseignements français le notent. Ce sont des activités à basse intensité avec des délits de droit commun, des tags, des graffitis ou un dépôt de cercueils sur la voie publique. Frédéric Charillon, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques. Rejoignez-nous autour de la table à l'université Paris-Cité, à l'ESSEC, spécialiste des relations internationales, auteur de Guerre d'influence, les États à la conquête des esprits aux éditions Odile Jacob. Vous en connaissez un rayon sur l'ingérence. Mais vous, vice-amiral Olagaray, cette affaire d'abord, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? J'y vois deux aspects. J'y vois d'abord un aspect politique, parce qu'il ne vous a pas échappé que ça arrive un peu plus d'une semaine avant les élections européennes, et qu'il y a certains partis français qui, effectivement, se servent, enfin, utilisent la problématique de l'envoi de soldats français en Ukraine. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais ceci est aussi, peut-être aussi un élément qui est éventuellement, qui pourrait influencer les électeurs. Donc ça, c'est la partie politique. Deuxième partie, c'est les militaires qui parlent, ce sont des cercueils qui s'adressent aussi à des militaires. Ça fait partie des opérations psychologiques. Donc ça me paraît être au-delà de cette opération qui me semble être un peu du bricolage, tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, et qui est tout à fait vrai. Il n'empêche que ça touche une population particulière, et pas simplement cette population particulière qui, elle, est éduquée, formée, entraînée, etc., mais aussi tout leur environnement. Les Français... les familles, c'est pas seulement les militaires, c'est que Français, ça parle à toutes les mères qui pourraient envoyer un fils soldat. Et il y a quand même beaucoup de soldats qui ont perdu la vie en Afghanistan, en Afrique, etc. Ouais. Donc il y a quand même une sensibilité de la population et de l'environnement militaire, bien sûr, qui est... alors c'est un environnement très, très formé, qui est préparé presque à ça. On en a parlé tout à l'heure. La France admet de perdre des soldats. D'ailleurs, moi-même, j'ai entendu un président de la République dire que ce qu'il y a de
d'invraisemblable en France, c'est que la France admet encore de perdre certains de ses hommes dans des opérations extérieures. Et donc, il me paraît important de faire attention à ce genre de choses. Vous êtes d'accord avec Richard Verly sur le fait que si c'était le cas, on parle bien d'un envoi de troupes, instructeurs, etc., le pays ferait corps? Je n'en sais rien, madame. Je n'en sais rien. Ce que l'on peut dire, c'est que ce serait très bien préparé, vraisemblablement, que ça demanderait des précautions extrêmement importantes, car effectivement, comme cela a été dit, c'est un cercueil, ça veut dire que on espère bien vous renvoyer vos soldats dans des cercueils. Donc ça n'est pas image. anodin. C'est bien sûr, et on aura l'occasion d'y revenir si ça devait se confirmer. Donc des cercueils, Monsieur Charion, des cercueils sous la Tour Eiffel. D'abord, vous qui êtes un spécialiste, est-ce que en termes d'opération, Renaud Girard disait, ce sont des services russes qui organisent ça. Franchement, c'est pas une bonne pub. C'est assez mal fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Un spécialiste des cercueils. Non. Mais en tout cas, il y a un contexte tout de même. Ça s'inscrit dans un contexte, on ne sait pas bien sûr, parce que c'est canular, je ne suis pas certain, parce qu'il y a un contexte qui est triple. D'abord, il y a depuis très longtemps une guerre informationnelle, de déstabilisation d'un certain nombre de régimes autoritaires contre les démocraties libérales. C'est pas nouveau. D'ailleurs, c'est maintenant quasiment inscrit dans un certain nombre de doctrines de plusieurs pays autoritaires, des guerres hybrides, des guerres informationnelles. On sait qu'il y a ce contexte. Il y a un contexte ensuite un petit peu plus précis qui est la guerre en Ukraine. Qui est maintenant depuis plus de 2 ans et depuis quelques mois, mais beaucoup plus directement aux prises, l'État français avec Moscou, puisqu'il y a un changement de position, un durcissement de la position française, et même cette déclaration d'Emmanuel Macron qui ne voulait pas exclure l'envoi de troupes. Donc on ne peut pas ne pas faire le rapprochement, si vous voulez, entre ce contexte-là, et puis c'était écrit dessus. Et puis vous avez un troisième contexte encore plus précis, qui est le fait qu'il y a une vulnérabilité française actuellement, puisque on va accueillir les Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte où on a peur d'une insécurité, on a peur que ça se passe pas bien, et donc tout signe qui pourrait renforcer la fébrilité de l'opinion publique est évidemment quelque chose à prendre en compte.